On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il est auteur, compositeur, interprète, un peu historien également. Il a déjà habité Saint-Jean-sur-Richelieu. Il vient d'y revenir. Il a un projet de légende d'un peuple. Il souhaite que ça prenne racine ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et il est actuellement en discussion avec Guy Boulanger de l'ASPEC pour présenter tout ceci au Théâtre des Deux-Rives prochainement. Mais il y aura même un petit spectacle aussi au Cabaret Théâtre prochainement. Bref, rencontre avec l'artiste Alexandre Béliard. Vous avez probablement déjà vu ou entendu parler de légende d'un peuple. Même tout récemment, il y avait un article fort intéressant dans le journal local, le Canada français. Il habite à nouveau Saint-Jean-sur-Richelieu. Il souhaite d'ailleurs que ce projet prenne aussi racine dans la région ici de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est un peu globe-trotter aussi par les temps qui courent. Alexandre Béliard est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Là, ça fait combien de temps que tu es revenu à Saint-Jean? Je suis revenu au mois de mai seulement. Mais tu avais habité pendant combien de temps? Quand je me suis marié, il y a 20 ans, j'ai marié une fille de Saint-Jean. Fait qu'on est déménagé juste ici à côté, coin Saint-Charles et Richelieu, dans le toit de la petite maison, là, bien, la grosse maison, mais on avait un petit 3,5. Tu es resté là longtemps? 2 ans et demi à peu près. Après ça, on est parti à l'île Verte, dans le bas du fleuve. Oh là là! Okay. Oui, on se promenait pas mal. Ta carrière comme telle a commencé comment? J'ai commencé par... Moi, je suis un autodidacte. Donc, j'ai eu une première guitare vers 15 ans. Et puis, j'ai commencé à écrire tout de suite des chansons. C'est ce que j'aimais, c'était composer. Et vers 16, 17, 18 ans, bon, les parties de cuisine, les parties de sous-sol, puis tranquillement, les bars, notamment à Saint-Jean ici, j'en ai fait beaucoup. Là, j'ai joué dans tout ce qui existait de bar à l'époque. Ça a commencé vraiment comme ça. C'était l'école des bars. J'ai acheté mon premier kit de son à l'Audium. Okay. Et puis, je l'ai encore, d'ailleurs, il marche très bien. Et puis, c'est ça, je me suis promené à travers le Québec avec mon kit de son, ma guitare pendant plusieurs années, un premier album, un deuxième, un troisième, puis là, je suis rendu à presque une dizaine d'albums. Bon, mais ta carrière a pris aussi un autre virage, surtout là, bon, plus récemment, parce que je le disais en introduction, tu es appelé à te promener, ouais. Tu vas à l'étranger, il y a ce fameux projet, puis bon, puis les gens ont peut-être pu voir également cette brique que tu m'avais laissée, hein, avec le DVD aussi. Bref, le projet Légende d'un peuple, il émane d'où? Ça a parti comment, ça? En 2010, j'en étais à mon 4e album. Ma fille, elle appelle ça mes chansons normales, mes chansons plus pop. Donc, bon... On fait un album, on lance un single à la radio, on espère qu'il va tourner. S'il ne tourne pas, on en lance un autre, on fait un vidéoclip, on espère qu'il va tourner. Donc, on est beaucoup à la merci d'un processus à l'époque que les compagnies de disques avec lesquelles ils sont habitués. On engage un agent de promotion, etc. Après ça, on part en tournée si ça marche un peu, 20, 30, 40, 50 dates, si on est chanceux. Et puis après ça, on refait un autre disque. Et c'est un cycle d'à peu près 2 ans. Dans mon cas, c'était ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, je peux pas tout le temps recommencer ça. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de bâtir quelque chose d'un peu plus structurant. Mm-hmm. Et j'avais l'impression à chaque album de recommencer à zéro, puis ça me plaisait pas. Et j'ai regardé ce que j'avais fait dans ma carrière à date. Puis je me suis demandé ce que je voulais pour la suite. Et une des réponses, c'est que je voulais étudier. J'avais pas eu la chance d'aller à l'université, vraiment, étant sur les routes. Et ça me manquait. J'avais le goût aussi de partager, peut-être enseigner. Ou, je m'intéressais à beaucoup de choses, mais je voulais continuer la musique, puis je voulais voyager. Fait que j'ai commencé à regarder dans mon œuvre. J'ai dit, je fais des chansons biographiques, les gens aiment bien ça. J'avais fait sur Denis Vanier, un poète. J'avais fait Arthur Rimbaud, le chanteur Renaud. J'avais déjà commencé à faire des petites chansons sur des gens que j'aimais. Je me suis dit, bien, je vais faire que ça. Puis je vais en profiter. J'aime l'histoire, j'aime la littérature. Mm-hmm. Bien, je me suis mis à lire, à étudier, puis à partager mes informations à travers des chansons et à créer des chansons littéralement sur l'histoire des francophones de toute l'Amérique. Et à quel moment ça s'est appelé « Légende d'un peuple » ? En 2000, bien, presque au début. J'ai commencé à écrire ça en 2010-2011. Puis je suis allé assister à une conférence à Saint-Denis-sur-Richelieu. Gilles Laporte, un historien, qui donnait une conférence sur Louis-Joseph Papineau. Je vais le voir après, j'ai adoré la conférence, puis je lui fais part de mon projet. Je veux faire des chansons sur l'histoire des francophones d'Amérique. Il part à rire, il dit « T'inventes rien, tu sais. »
Il dit, il y a un poète, l'ancêtre de Biz, de Loco Locas, qui s'appelle Louis Fréchette, qui a fait ça bien avant toi. Il l'a pas fait en chanson, mais il l'a fait en poésie. Et son livre s'appelle Légende d'un peuple. Et je me suis dit, plutôt que de repartir à zéro, je vais prendre le flambeau que ce monsieur-là a allumé, puis je vais le porter à mon tour aujourd'hui. Parce que lui, il avait fait l'histoire de Jacques Cartier jusqu'aux Patriotes, en poésie. Fait que moi, j'ai continué. Et qu'est-ce que tu as découvert avec ça? Des milliers de faits passionnants sur tous les lieux que je visite, sur tous les personnages qui ont été là avant nous. Ce que j'ai découvert, c'est toute la richesse et la présence de la francophonie, non seulement en Amérique du Nord, mais en Amérique centrale, dans les Antilles, en Amérique du Sud. Que Champlain soit allé en Amérique du Sud avant de venir en Amérique du Nord, je ne savais pas ça. Il y a tellement de choses que je ne savais pas. L'histoire de la francophonie yukonaise, les Métis dans l'Ouest, la rencontre avec les Micmacs en Acadie. J'ai tout découvert pratiquement de zéro parce que à l'école, j'avais appris quelques trucs, évidemment, mais c'est plus générique. Là, j'ai eu la chance d'aller dans la petite histoire, dans le tempérament des gens, leurs aventures, dans l'anecdotique. C'est tout ce qu'on n'a pas le temps de faire à l'école. À l'école, ils n'ont pas le temps de nous parler du tempérament de Champlain. Ils vont nous dire, bon, il a vu telle place en telle année. Après ça, on passe à un autre. C'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion de m'imprégner de ces gens-là et d'en faire des contes et éventuellement des chansons. Donc, en spectacle, c'est ce que je fais. Je partage des anecdotes avec les gens avant de faire les chansons. Donc, les gens rentrent un peu dans l'intimité d'un FX Aubry, d'un cowboy de l'Ouest. C'est qui ce gars-là? Bien, je le présente, puis après ça, je fais la chanson. Est-ce que c'est là qu'on se rend compte que les Québécois sont peu ou moyennement ouverts ou ont de connaissances à l'égard de la francophonie à l'extérieur des frontières du Québec? Tu sais, au Québec, tu dis, OK, on sait qu'il y a des francophones au Nouveau-Brunswick, en Acadie, là, puis un petit peu en Louisiane, là. Mais on dirait que des fois que ça se limite à ça. Ben... Et pourtant, on le voit dans le débat, on regarde ce qui s'est passé tout récemment en Ontario, là, où il y a un nouveau gouvernement avec une bonne situation politique. Et là, c'est ah oui, c'est vrai, il y a des francophones en Ontario. C'est comme si quasiment on avait oublié qu'il y en avait. Ben, il y en a ailleurs qu'en Ontario. Là. C'est clair que moi, j'ai eu l'opportunité d'aller à la rencontre de ces communautés-là pour la plupart. Je suis allé je pense que j'ai fait une trentaine de dates au Manitoba, des spectacles, des conférences. J'étais allé en Saskatchewan, au Yukon, justement. Et puis, en Acadie, là, je suis allé à Saint-Pierre-Miquelon, à Terre-Neuve. Même dans l'ouest de Terre-Neuve, il y a des francophones sur la côte ouest de Terre-Neuve. C'est fascinant. Les jeunes, ils ont une petite école. Et à l'école, tous les jeunes francophones, tous les jeunes qui habitent là, apprennent l'accordéon pendant 5-6 ans. Ils n'apprennent pas la flûte à bec, ils apprennent l'accordéon. Et c'est toute une communauté francophone à L'Anse à Canard. Donc, tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là, de les écouter, de les lire, de découvrir leurs expressions, leur francophonie à eux, parce qu'ils ont leur langage, leurs expressions, leur patrimoine francophone. Et c'est un grand privilège que j'ai à tous les jours de graviter, d'aller à la rencontre de ces gens-là et aussi qui m'écrivent. On aime bien ton projet, ça serait le fun que tu fasses une chanson aussi sur nous autres. On a tel personnage, comme à Terre-Neuve, il y avait Émile Benoît, qui est un violonneux de la place. Je l'ai faite, la toune. J'ai trouvé un livre, ils m'ont envoyé un disque. Donc, en Acadie, c'est pareil. Beau Soleil Broussard, c'est un Acadien qui était venu me voir après un spectacle. Alexandre, il faudrait que tu fasses un show, une chanson sur Beau Soleil Broussard. Je ne savais pas c'était qui. Donc, c'est le bonheur de découvrir toutes ces communautés-là. Donc, tu as pris la balle au bond, tu l'as bonifié, tu l'as expérimenté, tu as poursuivi l'aventure d'aller colliger de l'information sur ces communautés francophones, puis pas juste en Amérique du Nord, là, même de façon un peu plus élargie. Mais là, aujourd'hui, tu fais quoi avec tout ça, avec ces créations, avec ces chansons que tu as composées? Bon, là, il y a le bouquin dont on parlait tantôt. Bref, tu veux que le projet prenne quelle tournure maintenant? Bien, je m'étais donné pour défi 101 personnages. Donc là, je suis rendu à 85. Dans ça, il y a 5 albums de publiés, il y a 55 personnages. J'en sors 2 autres cette année, 2 livres, 2 disques encore. Je vais compléter ma série en termes de création. Après, je verrai. Mais où je veux que ça aille, je veux que ça aille vers... Ça se passe beaucoup en spectacle. C'est là que les gens sont en contact avec les personnages. C'est là qu'on peut vraiment donner l'étincelle. Je fais beaucoup d'écoles. Récemment, j'étais à Notre-Dame-de-Lourdes, ici à Iberville.
à l'école de ma fille. J'étais très content de pouvoir aller chanter dans son école pour ses amis à elle. Tu sais. Et c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Je veux faire des écoles, aller présenter ces personnages-là aux jeunes. Je l'ai fait depuis 2010 déjà, ça, avant même d'avoir lancé le premier album. Et le soir, je vais chanter pour le grand public, dans les salles. Puis ici, à Saint-Jean, justement, on est en train de travailler très fort avec Guy Boulanger à développer une assise pour tout ce travail qui aura été fait depuis des années. Là, on va y donner une assise, puis on va le développer, l'exploiter, puis l'amener jusqu'aux gens. Dans l'objectif de quoi? De composer un spectacle concept, de créer un spectacle concept? Bien, par le passé, j'ai eu la chance de travailler à Légende d'un peuple, le collectif qu'on appelait. Ouais. Et ça, il y avait une quinzaine d'artistes qui avaient accepté, Patrice Michaud, Séguin, Chloé Sainte-Marie, Joran. Il y a un paquet de monde qui ont accepté de choisir des personnages et de les défendre sur scène. Ça a été une expérience extraordinaire qui m'a permis de faire les plus belles, les plus grandes salles du Québec. Et là, ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir exploiter tout le catalogue. Parce que c'est toujours les 15-20 mêmes personnages qui ont été mis de l'avant. Et là, je veux développer plusieurs spectacles pour que les gens puissent vraiment avoir accès à l'ensemble de tout ce qui a été, écrit. Alors, je suis allé voir Guy avec cette idée-là, puis il a trouvé que c'était une bonne idée, il a embarqué, puis on est en train là, d'annoncer les premières dates là, pour l'automne prochain. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire vivre tout ça. Un peu comme ce que Shawinigan a fait avec l'œuvre de Brian Perrault, Ouais. ou ce que le Saguenay fait avec La Fabuleuse Histoire, c'est d'attacher une région avec un projet culturel. Et dans ce cas-ci, l'histoire est riche, il y a 350 ans d'histoire et même plus à Saint-Jean. Donc, écrire sur des personnages ici, c'est qui ça, la famille Marchand? C'est qui ça, Joséphine dans Durand-Marchand? Donc, de parler de toute cette histoire-là, puis à chaque concert que je veux faire, au moins mettre un aspect local de l'avant. Actuellement, une journée, une semaine, un mois, une année dans la vie d'Alexandre Belliard, ça ressemble à quoi? Ton agenda du temps, là, ça ressemble à quoi ces temps-ci? C'est très hétéroclite. Un matin, je me lève, je travaille à la rédaction de manuels scolaires. En après-midi, j'ai une conférence à Mont-Tremblant. Le lendemain, c'est un spectacle dans une salle de concert plus typique à Joliette. Après ça, je reviens chez nous. Je pars une semaine aux États-Unis rencontrer des jeunes le jour et des grands publics le soir. C'est vraiment un mélange de beaucoup, beaucoup de choses. Il y a de la création à travers ça. Quand j'ai des moments, je lis beaucoup, tout le temps, ça c'est sûr, dans tous mes temps libres. Donc, c'est la lecture, de la création, puis des rencontres avec les gens, beaucoup de voyages. Puis, il y a aussi beaucoup de gestion, parce qu'en quelque part, je suis un entrepreneur. Cette compagnie-là, c'est de la vente, c'est du commerce aussi, c'est pas juste de l'art. Là. Donc, il faut que je gère ça aussi. Et cette compagnie-là, dans le fond, quelles sont les principales activités de cette entreprise-là? C'est de la production d'albums, de la production chez éditeur aussi. Donc, je produis mes disques, j'édite mes livres. On fait la production du spectacle, coproduction du spectacle, la production de documents audiovisuels. Quand je suis allé en Louisiane récemment, j'ai amené Jules Falardeau avec moi, un réalisateur. Il est resté avec moi 10 jours pour montrer aux gens qu'est-ce qu'il fait, Alex, quand il va dans d'autres pays. Bien, il m'a suivi en Louisiane, il m'a vu avec des jeunes interagir, il m'a vu en spectacle, rentrer dans des musées, faire des recherches, poser des questions à des experts. Il a fait un document là-dessus. Ça dure 5-6 minutes, un petit documentaire. Puis on a fait un clip en même temps. Donc ça, c'est une autre déclinaison. Il y a d'autres affaires aussi. Là. Je suis un peu fou. Là. Je suis en train de travailler un jeu de table. Je fais vraiment comme plein de choses. Tu parlais tantôt des fameux voyages, parce que ça, c'est un autre aspect. Souvent, il y a la fameuse phrase qui dit « Il y a nul des prophètes dans son pays ». Effectivement. Mais dans ton cas, toi, il y a des endroits dans le monde où on te connaît plus qu'ici, là, même à la limite. Là. Ah oui, définitivement. Toujours un peu bizarre, un peu curieux, mais c'est ça la réalité. Ah, j'ai chanté beaucoup plus dans certaines villes de Nouvelle-Écosse ou du Manitoba ou même des États-Unis qu'à Saint-Jean. À Saint-Jean, on avait fait le spectacle du collectif il y a quelques années, ici, au Théâtre des Deux-Rives.
C'était une super belle expérience. Mais il y a quelques centaines de personnes qui ont eu accès à ça, mais la plupart des gens à Saint-Jean ne connaissent pas mon projet. Mais j'espère que ça va changer parce que j'adore aller chanter. Là, je m'en vais au Mexique puis au Chili. Je suis très excité de découvrir Santiago, Mexico, Monterrey, mais de chanter chez soi. Ici, j'ai un parc en avant de chez nous, là, le parc Honoré-Mercier. Je vois des spectacles tout l'été. J'aimerais ça d'en faire un aussi. Je veux m'impliquer. Plus ici, depuis que tu es revenu. Et d'ailleurs, pourquoi tu es revenu ici dans la région? Bien, j'ai toujours aimé Saint-Jean. C'est une ville que je trouve la population est hyper réceptive. J'ai fait la première partie de Tire-le-Coyote la semaine passée. Je vais voir les spectacles, les jeudis chauds souvent. Les gens, c'est des bons consommateurs de culture. Il y a des bons restaurants, des bons commerces. Il y a le Richelieu qui est là. Il y a de l'architecture, il y a de l'histoire. C'est un bassin de population assez grand pour pouvoir faire des choses localement. Et c'est pas partout. J'ai habité dans des campagnes, dans des villes où il y avait 250 habitants. C'est difficile de faire des choses structurantes. Et Saint-Jean, c'est un milieu extraordinaire. Tu avais ce désir de quoi? De revenir ici? Bien, j'avais aimé mon expérience en 2000, beaucoup, beaucoup. Et si on était pour revenir en ville, parce qu'on a vécu en campagne, vraiment dans les campagnes pendant une quinzaine d'années, pour moi, c'était pas la banlieue. C'était pas non plus... Si c'était pas la campagne, c'était la ville, mais je voulais pas de Montréal. Saint-Jean est un super compromis en termes de distance, en termes de microcosme, l'accessibilité aux commerçants locaux. Tu vas aux petites bonnes villes, tu vas au comptoir. On connaît les commerçants, ils nous reconnaissent. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas partout. Puis moi, je trouve ça très riche. Bon, parle-nous justement de tes derniers voyages et des voyages à venir. Ouais. Parce que là tu arrives d'ailleurs d'un déplacement. Oui, j'arrive Il y avait un festival à Hollywood, Floride, pas Californie. C'est étonnant, là. Il y avait des milliers de personnes, ça parlait français partout. Bon, en Floride, on le sait, mais tu es en plein cœur d'une ville, d'un centre-ville, et le centre-ville est littéralement là, pris d'assaut là, de francophones. Il y avait des milliers de personnes. C'était Marie-Hélène Thibert, qui était la porte-parole de l'événement. Et toi, tu faisais quoi là-bas? J'étais allé faire 2 spectacles. Donc, je jouais le samedi et le dimanche, puis ça a été une super belle expérience. J'ai vraiment aimé ça. C'est moins exotique que quand je suis allé, mettons, faire un spectacle à Bogota, en Colombie, où là, t'es vraiment dépaysé, ça parle espagnol, mais en même temps, il y a de la francophonie partout. J'ai fait mon spectacle en français à Bogota, il y avait 300 personnes dans la salle. Donc, c'est surprenant. Les francophones, il y en a vraiment partout. Et là, prochainement, là, tu t'en vas quoi? Au Mexique? Ouais. Tu t'en vas en Amérique du Sud? Oui. En fait, je fais Mexico et Monterrey. Donc, je fais 4 spectacles en 5 jours là-bas. Et après ça, je pars de Mexico et je vais à Santiago, au Chili. Et je fais un spectacle à Santiago, puis je m'en vais dans le sud du Chili. Je fais 5 villes dans le sud du Chili. Donc ça, c'est complètement nouveau. J'ai aucune idée de où je m'en vais. Mais comment ces opportunités-là arrivent-elles? C'est toi qui les provoques? C'est toi qui fais des contacts? On t'appelle? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu t'en vas, je ne sais pas, mais à Santiago, au Chili, passer une couple de jours puis faire des spectacles là-bas? Ça arrive comment, ça? Bien, je suis quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives parce que les choses n'arrivent pas par elles-mêmes. En tout cas, pas dans mon cas. Il faut les provoquer un peu. Il faut les provoquer, il faut tendre vers. Et ça, j'ai appris ça rapidement dans ma carrière d'auteur-compositeur. Et quand je veux quelque chose, j'essaie d'aller vers ce quelque chose-là. Je voulais aller à l'international. Je voulais avoir une carrière hors Québec, hors Canada. Donc, j'ai eu une opportunité. J'ai contacté le Centre de la francophonie des Amériques. Eux, leur lien dans la vie, leur rôle, c'est de créer des liens entre les communautés panaméricaines qui parlent français. Donc, ça fait 5 ans que je travaille avec eux autres. On a fait plein de belles opérations. C'est beaucoup grâce à eux. Et ils me disent des fois, bon, Alex, il y a une rencontre de 300 professeurs universitaires en Amérique latine, c'est à Bogota. OK, wow! Ben, écoute, moi, je vais me prendre un billet d'avion, je vais me louer mon hôtel, je vais louer mon véhicule, puis je vais aller faire le spectacle gratuitement. Si vous êtes capable de me trouver une petite fenêtre, un producteur qui est prêt à me laisser un espace.
Puis là, ben, de fil en aiguille, les choses se passent. Là, tu fais un spectacle, finalement, les gens aiment ça, tu en fais un plus gros. Il y a des gens dans la salle qui disent hey, « moi, je viens du Costa Rica, moi, je viens du Brésil. » J'ai eu des invitations aussi pour le Costa Rica et le Brésil. Donc là, tu te bâtis des contacts. À cause de la Colombie. Parce que là, si tu dis que tu te payes un billet d'avion, puis que tu as zéro cachet à l'autre bout, je veux dire, à un certain moment, il y a des frais fixes qu'il faut assumer, moi, des déplacements, c'est ça? Là? Je vois ça comme un investissement. Si ça me coûte 4 000 aller en Colombie pour faire un spectacle, il faut que je comprenne pourquoi j'y vais. C'est pas des vacances. Je m'en vais là pour travailler, faire des contacts. J'ai des rendez-vous avec des producteurs, des diffuseurs. Je m'arrange pour avoir un public auquel j'ai des retombées possibles. Dans ce cas-ci, il y avait 250, 300 professeurs dans la salle qui parlent tous le français et qui l'enseignent dans tous les pays d'Amérique latine. Fait qu'après ça, je rencontre la personne du Costa Rica. Elle me dit hey, en avril, ça te tente-tu de venir? On a tel événement. Moi, je suis en Haïti. Puis le Chili et le Mexique, c'est directement lié à mon spectacle à Bogota. Fait que j'ai pas été payé pour aller à Bogota, mais ça m'a donné des retombées pour la suite. Et ces retombées-là, là, sont payantes. Donc, c'est une façon de... C'est des risques. Des fois, j'ai pris des risques. Je suis allé à des endroits et ça n'a pas été concluant, mais c'est rare. Là, il y a toujours quelque chose qui finit par arriver. J'ai pas fait grand-chose pour rien dans ma vie. Mais le fil conducteur, ça reste cet amour de la francophonie. Ben oui. Tu sais, de découvrir que le Che Guevara parlait le français, je le savais pas. Pablo Neruda, le grand poète chilien, parlait très bien le français. Simon Bolivar, qui est un révolutionnaire, un rassembleur. C'est lui qui a mis pratiquement l'Espagne dehors d'Amérique du Sud. Il parlait très bien le français. Il a vécu en France. Donc, partout où je vais, la francophonie reste pour moi le fil conducteur. Puis, tout le monde a ses Marie-Rollet, ses Champlain, ses héros, ses moments plus difficiles, plus noirs. Donc, les humains se ressemblent beaucoup. Puis, moi, j'essaie d'aller à la rencontre de tous ces gens-là, puis d'apprendre à mieux les connaître pour mieux les raconter par la suite. Bon. Là, tu disais tantôt, évidemment, tu prépares ce projet pour ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu avec l'ASPEC. Mais tu as aussi d'autres spectacles à venir ou des collaborations aussi avec des artistes ici localement au Québec. Là. Bien, c'est sûr, je suis toujours actif là, au Québec aussi, que ce soit par culture à l'école. J'en fais beaucoup, des écoles à travers ça. Puis, j'ai constamment aussi des spectacles dans diverses salles, dans toutes les régions du Québec. Là, récemment, tu n'étais pas en répétition, je pense, la semaine passée? Bien, ce soir même, je répète pour le spectacle qu'on va donner au Jeudi Show. Donc, c'est le 21. Et c'est quel type de spectacle? Je vais être avec Joran, que les gens connaissent, superbe violoncelliste, une voix extraordinaire, et Jean-Martin Hossan, qui est au piano. Donc, on monte un petit spectacle pour que les gens découvrent un peu mon projet. Donc, on fait ça au cabaret du Vieux-Saint-Jean. Et ça sera pour que les gens comprennent un peu ce qui s'en vient pour l'automne. Donc, c'est une introduction. C'est un greatest hits des concerts qu'on veut présenter par la suite, qui vont être tous différents. Comme un gros teaser. Oui, c'est ça. C'est bonjour, voici ce qu'on fait et voici ce qui s'en vient. Donc, je sais que le 9 novembre prochain, on fait le premier spectacle de la série qui va s'appeler Légendaire et immortel, rien de moins. Mais c'est pas moi le légendaire et immortel, c'est les personnages dont on parle, mais il y aura des invités à chaque spectacle. Je sais déjà que pour le premier spectacle, la thématique, c'est les grandes espérances, c'est la fondation de l'Amérique, c'est les Champlain, les Marie-Rollet, donc c'est vraiment les débuts. Et il y a Patrice Michaud qui va joindre à nous parce que lui, dans mon album, il faisait Maisonneuve. Alors, il va venir pour l'occasion chanter Maisonneuve et peut-être un petit cadeau, une de ses chansons, on ne sait pas. Alexandre Billiard, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, que ça va se développer, ça va se poursuivre. Bref, l'aventure n'est pas finie. Merci beaucoup de l'invitation, c'est très apprécié. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on parle des 4 chevaliers Stent. Oui, avec notre ami Renaud Lefort pour un show complet. Voilà, exactement. Tu vas être là. Hein? Ah oui? Oui, je vais être là. Ah, yeah. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Petit rappel pour la ligne 24-7, offerte ici même par le Centre de prévention et de crise du suicide du Haut-Richelieu. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez aussi l'adresse Internet. Bref, ce sont des services dont vous pouvez bénéficier dans la région. Donc, parfois, évidemment, au besoin, on peut les utiliser. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, via l'émission qui porte le même nom de la ville. Et bien sûr, le dimanche matin à 9h30 en direct, c'est toujours le Télébingo, 4 000 $ en prix. 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, vous allez sur le site Internet de la télé. Sur ce même site, vous allez voir ou revoir des entrevues que vous avez peut-être manquées en cours de semaine pour cette émission et les autres de la chaîne. Et pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.